Si on essaye d'imaginer ce que font 700 millions d'êtres humains avec l'intelligence artificielle générative en ce moment même, là, tout de suite. Ouais, l'image qui vient en tête, c'est souvent très cliché, en fait. Mais exactement, on imagine des ingénieurs qui tapent du code hyper complexe, ou bien, je sais pas, des experts en marketing qui génèrent des pubs à la chaîne. C'est les stéréotypes classiques, ouais. Bah, la réalité, c'est pas du tout ça. Une majorité écrasante de ces personnes demandent des conseils de vie, planifient des repas, ou cherchent des solutions pour gérer leur petit quotidien. C'est fou quand on y pense. Complètement fou. Donc bienvenue dans cette exploration en profondeur. Notre point de départ aujourd'hui, c'est un document qui est enfin vraiment historique. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le rapport publié en septembre 2025 par le fameux NBER, le National Bureau of Economic Research. C'est ça, coécrit par des chercheurs de Harvard et d'OpenAI. Le titre est super sobre, c'est genre How People Use ChatGPT. Mais le contenu, c'est une première mondiale absolue. C'est la toute première fois qu'on a une vue d'ensemble, basée sur des données réelles et massives de ce que font les humains avec l'IA. Et les chiffres donnent le vertige, hein. On parle de 10% de la population adulte mondiale. 10%. Avec un volume de messages, accrochez-vous, 18 milliards de messages envoyés par semaine, analysés jusqu'en juillet 2025. 18 milliards par semaine, ouais. Donc notre mission aujourd'hui, c'est de dépasser les mythes, les suppositions, pour découvrir ce qui se passe vraiment derrière les claviers. Parce que jusqu'à présent, il faut bien le dire, on se basait sur des sondages ou des opinions. Là, on a les faits. Mais attends, avant de plonger dans les données, il y a un truc, un énorme éléphant dans la pièce qu'il faut adresser. La confidentialité, je parie. Ah ben carrément. Je fais l'avocat du diable 2 secondes. Mais quand j'entends analyse de 18 milliards de conversations, j'ai toutes mes alarmes qui s'allument. C'est normal. C'est la première réaction logique. Comment on peut être sûr que les chercheurs de Harvard sont pas en train de lire nos confessions les plus intimes ou qu'ils ne tombent pas sur, je sais pas, un dossier médical balancé par erreur dans le chat? Ouais, c'est une question cruciale. Et l'étude explique très bien comment ils ont fait. En fait, aucun humain n'a lu ces conversations. Zéro. D'accord, mais comment ils font l'analyse alors? Tout s'est passé dans ce qu'ils appellent une data clean room. C'est une chambre blanche de données, un environnement virtuel hyper sécurisé où les données entrent, mais rien ne peut sortir. Ok, ça c'est pour l'environnement, mais les données elles-mêmes. C'est là qu'intervient le privacy filter. C'est une autre IA dont le seul et unique but est la censure. Avant même d'entrer dans la chambre blanche, ce filtre supprime tout. Tout! C'est-à-dire? Les noms, les adresses, les numéros de sécu, les comptes bancaires, mais aussi le contexte spécifique qui pourrait identifier quelqu'un. Le chercheur, lui, ne voit qu'une catégorie abstraite. Ah, je vois. Il voit juste un point de données qui dit catégorie santé ou catégorie rédaction. Exactement. C'est de l'analyse de métadonnées géantes. Il est techniquement impossible pour eux de lire la phrase que vous avez tapée. Bon, ça me rassure un peu. Nos questions de minuit sur pourquoi les pâtes collent au fond de la casserole restent anonymes. Voilà, c'est perdu dans l'océan des algorithmes. Alors, décortiquons tout ça. Parce que la première découverte, elle est vraiment paradoxale. Le discours dominant, c'est que l'IA, c'est le nouvel Excel. C'est l'outil ultime de productivité pour le bureau. C'est ce que les médias et les entreprises nous vendent depuis 2 ans, oui. Mais les données disent exactement l'inverse, non? Que font vraiment les gens? Ils s'en servent pour leur vie personnelle, et pas qu'un peu. C'est une tendance qui accélère de façon spectaculaire. Donne-nous les chiffres pour qu'on se rende compte. En juin 2024, l'usage non lié au travail, c'était 53% des requêtes. Donc une petite majorité. Ok, moitié-moitié en gros. Mais un an plus tard, en juin 2025, alors que le volume global explosait, l'usage personnel a grimpé à plus de 70%. 70%. Donc le volume total augmente, mais l'utilisation à la maison écrase tout le reste. C'est ça. Le gâteau grossit, mais la part du quotidien mange plus que tout. C'est comme si on avait tous acheté un couteau suisse ultra sophistiqué, on pensait l'utiliser pour construire une maison, pour le travail. Et finalement, Finalement, on s'en sert tous les jours pour ouvrir des bouteilles et couper du saucisson. C'est devenu une technologie domestique en fait. l'analogie est parfaite. Et si on relie cela à une perspective économique plus globale, ça change tout. L'économie s'est toujours concentrée sur le travail rémunéré au bureau. Bien sûr, le PIB, les heures de travail. Voilà. Mais il y a un pan énorme qu'on oublie. La production domestique. C'est tout ce travail non rémunéré. Gérer le budget, planifier les repas de la semaine, aider le petit dernier à faire ses maths. C'est ce qu'on appelle la charge mentale, au final. Exactement. Et l'impact de l'IA sur cette charge mentale est gigantesque.
L'étude estime que le surplus du consommateur, donc la valeur financière estimée que les gens en tirent au quotidien, est d'au moins 97 milliards de dollars par an. 97 milliards! Rien que pour les consommateurs américains en plus. Oui, juste aux États-Unis. Ce n'est pas un phénomène de niche, c'est une révolution de la sphère domestique. Mais du coup, si 70% de l'usage se fait depuis le canapé ou la cuisine, de quoi les gens parlent-ils avec cette IA? Eh bien, là aussi, les mythes s'effondrent. Près de 80% de toute l'utilisation se résume à 3 grandes catégories seulement. Seulement 3? Quelles sont-elles? La première, avec 29%, c'est les conseils pratiques. Ça inclut le tutorat, faire un plan d'entraînement pour le sport, du bricolage. Ok. Et la deuxième? La recherche d'informations, à 24%, là les gens utilisent l'IA comme un moteur de recherche classique pour trouver des faits. Et la dernière? Je parie que c'est la rédaction. Gagné, 24% aussi pour la rédaction. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on écoute les discours alarmistes ou très technophiles, on a l'impression que l'IA, c'est soit pour remplacer les codeurs informatiques, soit pour devenir notre meilleur ami virtuel. Oui, le fameux fantasme de la machine qui remplace l'humain dans ses relations sociales, ou le super-programmeur. Et que disent les chiffres par rapport à ça? Que ce sont des micro-niches. Le code informatique, par exemple, ça ne représente que 4,2% des requêtes mondiales sur ChatGPT. 4%? C'est rien. Rien du tout. Surtout si on compare à des IA très spécialisés comme Claude, où là, c'est 33%. Mais sur le grand public, c'est invisible. Et l'usage ami virtuel ou thérapeute alors? Encore pire. La catégorie relations et réflexion personnelle plafonne à un tout petit 1,9%. Donc clairement, on n'est pas dans le film R, on ne tombe pas amoureux de l'IA. On l'utilise plutôt comme un prof de maths ou un coach sportif. Ce qui est fascinant ici, c'est de comprendre pourquoi on utilise l'IA pour un plan d'entraînement, au lieu de juste chercher sur Google. Oui, parce qu'il y a des milliers de plans gratuits sur Internet. Bien sûr, mais la différence, c'est la personnalisation générative. Si vous cherchez le temps de qualification pour le marathon de Boston, vous voulez juste un fait. Un moteur de recherche suffit. C'est la catégorie recherche d'informations. Voilà. Mais si vous voulez un plan d'entraînement, vous ne cherchez pas une page générique. Vous allez dire à l'IA « J'ai mal au genou droit, je ne peux courir que le mardi, et mon niveau actuel est de temps. Ah oui, et la machine synthétise un programme qui n'existe nulle part ailleurs, spécifiquement pour moi. » Exactement. C'est ça qui crée cette bascule massive. L'outil résout des problèmes ultra personnalisés. Et ça nous amène naturellement à la psychologie derrière tout ça. Savoir de quoi on parle, c'est bien, mais l'étude va plus loin. Elle analyse l'intention de l'utilisateur. C'est la partie la plus révélatrice du rapport, je trouve. Ils ont classé toutes ces requêtes selon 3 intentions principales. Demander, faire et exprimer. Demander, faire, exprimer. Ok, comment ça se répartit? Demander, en anglais asking, domine avec 49%. C'est quand on cherche des conseils, des infos pour prendre une décision. Donc c'est le partenaire de réflexion. C'est ça. Ensuite, on a faire, le doing, à 40%. Là, on ordonne à l'IA de produire un truc précis. Écris ce mail, fais ce résumé. C'est la délégation de tâches pures. Et le dernier? Exprimer, avec 11%. C'est le simple bavardage, raconter sa journée, sans but précis. Mais ce qui m'a frappé dans les données, c'est la dynamique entre demander et faire. Ah oui, la catégorie demander croît beaucoup plus vite que le reste. Et surtout, la satisfaction des utilisateurs est immense. Le ratio est dingue. Il parle de 4,45 interactions positives pour une seule négative quand l'utilisateur est dans l'intention de demander. C'est un plébiscite. Les gens adorent l'IA pour l'aide à la décision. J'aime bien utiliser l'analogie du stagiaire pour comprendre ça. Si on utilise l'IA pour faire, c'est comme dire à un stagiaire « Tiens, rédige ce rapport technique pour moi ». Et le résultat sera probablement moyen, voire décevant. Voilà. Mais si on l'utilise pour demander, on change de posture. C'est comme s'asseoir avec un partenaire et dire « Bon, on a ces données. Comment on devrait structurer ce rapport pour convaincre le client ?» C'est une excellente façon de le formuler. La vraie valeur économique de l'IA, à long terme, elle est là. Dans l'assistance à la décision, l'IA agit comme un copilote qui vient stimuler notre propre réflexion, au lieu d'être un simple exécutant. Ok, ça c'est pour la tendance globale. Mais soyons réalistes 2 minutes. Au bureau, dans les 30% d'usages pro qui restent, on n'a pas toujours le temps de philosopher. Non, c'est sûr. Et les données le montrent bien. Au travail, l'intention s'inverse. 56% des requêtes visent à faire.
on veut de la production, du livrable. Exactement. Et au sein de ce faire professionnel, une écrasante majorité, c'est de la rédaction. 40% des requêtes pro sont liées à l'écriture. L'étude apporte une nuance énorme qui détruit ce mythe du ghostwriter automatique. Vas-y, dis-nous. Quand on regarde ces requêtes de rédaction au bureau, environ 2/3 d'entre elles ne consistent pas à créer un texte à partir de rien. 2/3. Donc dans la majorité des cas, l'utilisateur a déjà écrit quelque chose. Oui, l'utilisateur fournit son propre brouillon, ses idées en vrac, et demande à l'IA d'éditer, de résumer, de corriger le ton ou de reformuler. Mais c'est fascinant. Qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ça veut dire que l'IA n'est pas un auteur fantôme qui pense à notre place? Non, c'est plutôt un relecteur intraitable, un éditeur en chef. C'est ça, on garde l'initiative de la pensée. L'idée brute, elle vient de l'humain. Mais on délègue la forme, le polissage. Tout à fait. Et les chercheurs ont voulu vérifier comment ça s'intègre concrètement dans les métiers. Ils ont utilisé la base de données Honnête. Honnête. Rappelle-nous ce que c'est pour ceux qui ne sont pas économistes. C'est une immense base de données gouvernementale américaine qui classe littéralement tous les métiers et les décompose en petites tâches et compétences. D'accord, donc c'est une carte de ce que font les travailleurs toute la journée. Voilà. Et en croisant les requêtes ChatGPT avec cette base Honnête, ils ont vu que, quel que soit le métier, que soit manager, scientifique ou dans l'administratif, l'usage de l'IA gravite autour de la communication écrite et de l'analyse d'informations. En fait, l'IA vient booster nos soft skills, nos compétences transversales. Elle n'automatise pas un métier de A à Z. C'est exactement ça. Elle documente, elle clarifie, elle aide à structurer. C'est un outil transversal universel. Universel dans ses fonctions, d'accord. Mais est-ce qu'il est universel dans son adoption? Parce que, je veux dire, qui est derrière l'écran en 2025? Au début, c'était très ciblé. Au début, fin 2022, c'était le club des Tech Bros. 80% des premiers utilisateurs avaient des prénoms typiquement masculins. Et aujourd'hui? C'est fini. Le fossé des genres a totalement disparu. En juin 2025, on a même une très légère majorité de prénoms typiquement féminins sur la plateforme. C'est un rattrapage spectaculaire et l'étude donne des détails sur ce qu'elles font avec l'outil. Ouais, les femmes l'utilisent davantage pour la rédaction et les fameux conseils pratiques liés au quotidien, alors que les hommes restent un peu plus sur les requêtes techniques ou la génération d'images. Mais du coup, si je relie ça à ce qu'on disait au tout début sur la production domestique, la gestion de la maison, l'organisation, ça pèse encore statistiquement plus sur les femmes aujourd'hui. Malheureusement, oui, les études sociologiques le confirment. Donc, ça me paraît logique qu'elle se soit emparée massivement de l'IA pour alléger cette charge mentale. L'outil vient agir comme un assistant personnel là où il y a le plus de friction quotidienne. C'est une hypothèse très solide. Et cette évolution démographique, on la voit aussi sur l'âge et la géographie. Près de la moitié des messages viennent de jeunes, de moins de 26 ans. La moitié. C'est la génération IA, carrément. Et géographiquement, la croissance fulgurante ne se trouve plus dans les pays riches. Elle est dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Des pays où le PIB par habitant est entre 10 000 et 40 000 $. C'est hyper intéressant. Est-ce que ce rattrapage ultra rapide fait de ChatGPT le grand égalisateur technologique de notre époque? Je veux dire, avoir accès à un tuteur personnalisé ou un coach en stratégie quasi gratuitement, ça peut transformer des économies émergentes. C'est indéniable que ça nivelle par le haut. Mais, et c'est là que ça devient subtil, ça soulève une question importante sur la façon dont les différentes classes sociales l'utilisent. Il y a des différences d'usage selon les revenus? Oui. Les utilisateurs avec des diplômes d'études supérieures et des métiers très rémunérateurs utilisent beaucoup plus l'IA pour demander. Ils l'utilisent pour la réflexion, la stratégie. Le rôle de l'architecte, comme on disait. Le cadre affine sa stratégie, l'employé accélère sa production. C'est le propre d'une technologie d'usage général. Elle ne révolutionne pas la hiérarchie, elle l'amplifie et simule. Waouh! Bon, si on prend un peu de recul pour récapituler cette montagne de données, on a une trajectoire absolument incroyable. Ah, ça, c'est clair. On est passé d'un jouet de niche pour programmeurs masculins en 2022 à un outil universel en 2025. Audience paritaire, mondiale, et utilisée à 70% pour des choses de la vie de tous les jours. Apprendre, s'organiser, éditer ses textes. C'est devenu banal, mais c'est puissant. Quel serait le conseil, la leçon à tirer pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Je dirais que comprendre comment la majorité interagit avec l'IA donne un avantage direct. Les données prouvent que la vraie valeur, la plus haute satisfaction vient du demander. Donc arrêtez de l'utiliser comme une simple machine à produire des textes.
Ne soyez pas juste le maçon. Voilà, utilisez-la comme un partenaire de réflexion. Que ce soit pour préparer une grosse réunion ou juste organiser un voyage complexe, le dialogue stratégique offre de bien meilleurs résultats que l'exécution bête et méchante. Donc demander plutôt que faire, c'est noté. Mais, et ce sera notre réflexion finale, ça m'amène à une pensée un peu provocatrice. Ah, je t'écoute. Si on se tourne de plus en plus vers l'IA pour demander de l'aide à la décision, parce que c'est là qu'elle est la meilleure, qu'est-ce qui va se passer d'ici 10 ans? Tu penses à notre propre capacité à décider. Exactement. L'intuition humaine, c'est un muscle intellectuel, on le forge en faisant des erreurs, en pesant le pour et le contre au quotidien. Si on délègue systématiquement toutes nos micro-décisions et notre réflexion critique à un modèle statistique, Est-ce que ce muscle risque de s'atrophier? C'est une vraie crainte philosophique. ou alors, et c'est l'autre face de la pièce, est-ce qu'au contraire, libéré de cette charge mentale épuisante du quotidien, on sera capable de penser à des choses d'une complexité qu'on n'arrive même pas à imaginer aujourd'hui? C'est le grand mystère. On libère le cerveau humain pour qu'il aille plus loin. C'est ça, est-ce qu'on s'affaiblit ou est-ce qu'on se donne les moyens de franchir un nouveau cap cognitif? C'est une question vertigineuse, je trouve, et c'est là-dessus qu'on va laisser notre audience méditer. Il y a de quoi réfléchir, c'est clair. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration. À très bientôt pour décortiquer ensemble le futur de notre quotidien.